La petite silhouette solitaire, recroquevillée sur le banc métallique froid face à la grande baille vitrée, me frappa avec la violence d'un coup physique en plein plexus. Même séparé de lui par une distance considérable à travers le hall animé du terminal, je reconnus instantanément l'affaissement caractéristique de ses épaules frêles et ce sac à dos vert familier, orné de son écusson de fusée spatiale usé par le temps. Lucas, mon petit-fils, était là, abandonné comme un bagage encombrant qu'on aurait délibérément oublié, le regard perdu vers le tarmac où les vapeurs de kérosène faisaient danser l'horizon, fixant l'avion qui aurait dû l'emmener vers le paradis promis. L'appareil, un Airbus imposant dont le fuselage scintillait sous le soleil impitoyable de l'aéroport de Marseille-Provence, continuait d'ingurgiter sa file de passagers. Quelque part dans ce serpentin humain se trouvait mon fils Nicolas, sa femme Valérie, et leurs 2 plus jeunes enfants, la petite Chloé et le dernier-né encore dans sa poussette. Mais pas Lucas. J'accélérai le pas, mon esprit d'architecte, habitué à structurer le chaos, se mettant instantanément en mode analytique, calculant les angles et les probabilités, essayant désespérément de donner un sens logique à l'impensable scène qui se déroulait sous mes yeux. J'avais fait la route depuis Aix-en-Provence ce matin-là, traversant les paysages familiers de la Garrigue, uniquement pour leur souhaiter bon voyage, pour voir leurs visages illuminés par la perspective de ces vacances que j'avais intégralement financées. Une somme considérable, puisée dans les économies d'une vie de labeur, pour offrir à ce que je croyais être ma famille unie 2 semaines de rêve sur la Côte d'Azur. Lucas. Ma voix sortit plus stable, plus ancrée que je ne le ressentais intérieurement, où une tempête commençait à gronder. Le garçon releva brusquement la tête, surpris. Ses yeux sombres, miroir troublant de ceux de sa défunte mère, Marie, étaient bordés de rouge, gonflés par des larmes retenues ou déjà versées. Il tenta d'esquisser un sourire, ce sourire courageux qu'il avait appris à porter comme une armure, mais son menton tremblait de manière incontrôlable, trahissant sa détresse. Papy, ils sont partis sans moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air climatisé du terminal, lourd et étouffant comme une fumée toxique. Je sentis mes jambes se dérober et je me laissai tomber sur le banc à côté de lui, mes genoux protestant sous le poids des années et du choc. « Qu'est-ce que tu veux dire » demandai-je doucement, craignant la réponse. Nous sommes pourtant arrivés bien avant le départ. J'étais tellement excité, papy. J'avais mon maillot de bain dans mon sac, mes lunettes de plongée, tout était prêt. Sa voix se brisa sur un sanglot étouffé. Mais ensuite, Valérie a dit que je devais aller aux toilettes avant d'embarquer. C'était juste un moment. Quand je suis revenu, elle a dit que j'avais été méchant cette semaine, que je n'écoutais pas. Elle a dit que je ne pouvais pas venir. Elle a dit que c'était ma punition. Mon téléphone vibra contre ma cuisse. Je le sortis avec des doigts qui me semblaient étrangers, engourdis, comme s'ils ne m'appartenaient plus. Un message s'affichait sur l'écran. Valérie. Envoyé il y a quelques instants à peine. Décidé qu'il est puni et qu'il reste à la maison. Bisous. Pas d'explication détaillée, pas de remords, pas d'excuses, juste ces quelques mots ponctués avec une légèreté effrayante, comme si elle annonçait un changement de menu pour le déjeuner. Je lus le message 2 fois, 3 fois, espérant que mon cerveau avait mal interprété les caractères. Mais les lettres restaient figées, cruelle et définitive, elle avait laissé mon petit-fils seul dans un aéroport international et m'avait envoyé un message comme si c'était un détail logistique mineur. La coque de protection du téléphone craqua sous ma prise. Mes jointures avaient blanchi tant je serrais fort. Papy ? La petite voix de Lucas me ramena à la réalité du terminal bruyant. Est-ce que tu es fâché contre moi aussi ? Je tournai mon visage vers lui et je le regardais vraiment, au-delà de l'image de l'enfant. Ses cheveux avaient besoin d'une coupe, tombant sur ses yeux tristes. Son jean était trop court, dévoilant ses chevilles, comme s'il avait grandi sans que personne dans sa propre maison ne prenne la peine de s'en apercevoir. À quand remontait la dernière fois que Valérie l'avait emmené faire des courses pour des vêtements neufs? Ou Nicolas? Personne. Je glissai le téléphone dans ma poche comme on range une arme et passai mon bras autour de ses épaules frêles qui tremblaient encore. Je ne suis pas fâché contre toi, Lucas. Pas le moins du monde. Jamais. Valérie dit que je cause trop de problèmes, que je n'écoute pas. Il s'essuya le nez sur sa manche avec un geste d'enfant perdu. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis méchant. Quelque chose de froid, de tranchant et de métallique s'installa dans ma poitrine. Ce n'était pas encore de la colère, non, la colère est chaude et impulsive.
C'était quelque chose de plus clair, de plus dur, de plus géologique. Comme ce moment précis où, sur un chantier, on réalise que les fondations sont pourries et qu'il faut tout raser. C'était le calme avant la démolition. Tu n'es pas méchant, Lucas. Tu n'es pas un problème. Je me levai, mes articulations craquant, et lui tendis la main. Viens, on rentre à la maison. Il prit ma main, sa paume petite et moite se blottissant contre la mienne avec une confiance absolue. Et pour la Côte d'Azur? Ils peuvent la garder, la Côte d'Azur. Je ramassai son sac à dos, sentant sa légèreté décevante sur mon épaule. Toi et moi, on va trouver quelque chose de mieux. Bien mieux. Nous traversâmes le terminal en silence, 2 îlots de calme au milieu de la tempête des voyageurs. Autour de nous, des familles riaient, s'embrassaient, se précipitaient vers les portes d'embarquement, traînant des valises colorées. Personne ne nous regardait. Personne ne voyait un grand-père dont le cœur venait d'être broyé par la cruauté de sa propre progéniture. Je jetai un coup d'œil à Lucas. Il essayait tellement de ne plus pleurer, serrant la mâchoire avec cette détermination farouche que Nicolas avait aussi, enfant. C'est étrange comme la génétique fonctionne, comment les traits sautent les générations pour réapparaître comme des fantômes. Mon fils était dans cet avion, assis sur un siège payé avec ma retraite, à côté d'une femme qui venait d'abandonner son premier-né, et il l'avait laissé faire. C'était la partie qui brûlait le plus, comme de l'acide. Nicolas l'avait laissé faire. Le parking sentait les gaz d'échappement, le goudron chaud et l'air vicié. J'installai Lucas dans ma Citroën 2CV. C'était une voiture de collection maintenant, une survivante d'une autre époque, la même sur laquelle j'avais appris à Nicolas à conduire il y a des décennies. Les sièges en tissu étaient un peu usés, le tableau de bord spartiate, mais le moteur ronronnait toujours avec cette fiabilité mécanique rassurante qui manquait tant aux humains de ma vie. « On peut aller chercher une glace ?» demanda Lucas d'une voix presque inaudible. « Absolument. » Je vérifiai mes rétroviseurs, engageai la marche arrière. Une glace au chocolat avec des bonbons par-dessus. Tout le paquet si tu veux. On ne compte pas aujourd'hui. Il sourit alors, juste un peu, une brèche dans la tristesse. Cela n'atteignit pas ses yeux, mais c'était un début, une première pierre posée sur la reconstruction. Alors que je m'engageais sur l'autoroute en direction d'Aix-en-Provence, laissant l'aéroport derrière nous, mon esprit travaillait déjà à une vitesse vertigineuse. 40 ans d'architecture m'avaient appris à voir les structures invisibles, à trouver les points de charge, à comprendre ce qui fait tenir les bâtiments debout et ce qui les fait s'effondrer. Le téléphone était posé sur le siège passager, le message de Valérie brûlant virtuellement l'écran noir. Elle pensait probablement être intelligente, avoir le contrôle total de la narration. Elle avait sans doute convaincu Nicolas que c'était raisonnable, nécessaire même, pour le bien de la famille. Je passai la 4e vitesse, le moteur de la 2CV chantant sa mélodie familière. Lucas s'était endormi au moment où je m'engouffrais dans l'allée de ma propriété, bercé par les vibrations de la voiture. Sa tête reposait contre la vitre, la bouche légèrement ouverte, l'innocence incarnée. Je restais là, le moteur au ralenti, à regarder ma maison à travers le pare-brise. Ma maison de campagne, celle que j'avais conçue moi-même, dessinée trait par trait, bâtie pierre par pierre. La maison où Nicolas et Valérie vivaient gratuitement depuis des années. La maison qui m'appartenait toujours légalement, totalement, indiscutablement. Je portais Lucas à l'intérieur, son corps léger dans mes bras, et l'allongeai sur le canapé du salon, le couvrant d'un vieux plaid en laine qui sentait le feu de bois. Il ne bougea pas. Le gamin était épuisé, émotionnellement vidé, de cette manière absolue dont seuls les enfants peuvent l'être quand les adultes en qui ils ont confiance les trahissent. Je restai debout dans ma cuisine, entouré du silence de la maison, et me laissai enfin envahir par l'émotion. Pas seulement de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus chirurgical. Valérie avait fait un calcul aujourd'hui. Elle avait pesé son confort personnel contre la dignité d'un enfant. Elle avait décidé que j'accepterais simplement cela, que je nettoierais son désordre comme je l'avais toujours fait, que je garderais le silence pour la paix des ménages. Elle avait fait une erreur de calcul monumentale. Elle avait oublié qui tenait les murs. Le lendemain, je commencerai à passer des appels. Mais ce soir, je m'assis dans mon fauteuil en cuir usé et regardai Lucas dormir. Ce gamin qui avait perdu sa mère trop jeune et qui était maintenant effacé méthodiquement par une femme qui ne voyait en lui qu'un inconvénient logistique. Pas sous ma garde. Plus maintenant.
C'était fini. La maison était trop silencieuse après que Lucas fût allé se coucher dans la chambre d'amis. Je lui avais préparé le dîner, du confort dans une assiette, et nous avions regardé un film ensemble. Il avait ri quelquefois, des sons qui résonnaient comme des miracles dans l'atmosphère lourde. Mais quand je l'avais bordé, j'avais revu ce regard distant, cette peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Je m'assis dans mon bureau, entouré de décennies de plans roulés et de récompenses poussiéreuses, et je me laissais aller aux souvenirs, cherchant les signes que j'avais manqués. Je me souvins de l'appel, des années plus tôt. La voix de Nicolas, brisée, à vif, méconnaissable. Papa, elle est partie. Marie est partie. Un accident stupide. Un destin cruel sur l'autoroute. Marie était morte sur le coup. Lucas n'était qu'un tout petit. J'avais conduit jusqu'à leur appartement cette nuit-là, trouvant Nicolas effondré, Lucas dormant inconscient du drame qui venait de briser son monde. J'étais resté. J'avais soutenu les murs qui menaçaient de s'écrouler. Les mois suivants furent un brouillard de douleur. Je prenais Lucas souvent. Nous avions construit une cabane dans l'arbre cet été-là, un projet pour nous sauver tous les deux. Pendant que je clouais les planches, il me passait les outils avec sérieux et me racontait des histoires de dragons et de chevaliers. Ce gamin avait l'imagination lumineuse de sa mère. « Papy, est-ce que papa ira bien ?» avait-il demandé un jour, les mains tachées de sève. « Il ira bien », avais-je promis. « Ça prend juste du temps, comme pour faire pousser un arbre. » J'y avais cru. J'avais cru que Nicolas guérirait, que nous trouverions un nouvel équilibre. Puis Valérie était apparue. Vibrante, charmante, une explosion de couleurs dans notre monde gris. Elle travaillait dans le marketing, elle savait comment vendre une image, comment faire sentir aux gens qu'ils étaient le centre de l'univers. Nicolas s'était illuminé en sa présence, retrouvant une vie que je croyais perdue. « Elle est incroyable, papa », m'avait-il dit. « Elle est si douée avec Lucas. » J'avais voulu y croire. J'avais tellement voulu y croire. Au mariage, il y eut ce moment pendant les photos. Le photographe voulait le couple et les enfants. Chloé, la fille de Valérie, était là. Lucas s'était avancé, souriant. Valérie avait posé une main manucurée sur son épaule, le guidant doucement mais fermement hors du cadre. « Juste ma fille pour celle-ci, chérie », avait-elle dit avec ce sourire éclatant qui ne tolérait aucune objection. Nicolas n'avait rien dit. J'avais vu le regard confus de Lucas, et je n'avais rien dit non plus. J'avais été complice par mon silence. Après le mariage, l'installation chez moi devait être temporaire. Des années plus tard, ils étaient toujours là. J'avais observé le schéma se développer, insidieux comme une fissure dans le béton. Les portions plus petites pour Lucas. Les goublis. Les disparités de cadeaux. Nicolas qui détournait le regard, trop lâche pour la confrontation, trop reconnaissant d'avoir une femme pour gérer sa vie. Et moi, le banquier silencieux, le propriétaire bienveillant, l'idiot utile. Je sortis les dossiers. L'acte de propriété, les relevés de prêt, les factures de carte de crédit. Je fis le calcul, froidement. Sur ces années, j'avais subventionné leur train de vie à une hauteur vertigineuse. La maison, les voitures, le shopping de luxe de Valérie, les vacances. Une fortune. Et aujourd'hui, Valérie avait décidé que mon petit-fils ne valait pas le prix d'un siège d'avion déjà payé. Je me souvins de la promesse que j'avais faite à Lucas le jour de ses 5 ans, « Tu es le meilleur petit-fils du monde ». Je regardais l'heure. La nuit était bien avancée. Sur la côte d'Azur, Nicolas et Valérie devaient être en train de s'installer, savourant peut-être un verre face à la mer, pensant avoir réussi leur coup. Ils pensaient que je ne bougerais pas. Que le vieux Jean était inoffensif. Ils avaient oublié que pour construire, il faut parfois savoir détruire. J'ouvris mon ordinateur portable, la lumière de l'écran illuminant mon visage résolu. Je commençais à prendre des notes, une liste méthodique. Nom, numéro, compte. Ce n'était pas compliqué. C'était d'une simplicité brutale. 40 ans de métier m'avaient appris que les structures les plus complexes peuvent être mises à bas en retirant simplement les bons piliers porteurs. Je retournai voir Lucas une dernière fois. Il dormait profondément, un bras pendant dans le vide. « Ça va aller, mon grand », chuchotai-je dans la pénombre. « Je te le promets. Cette fois, j'allais tenir parole. »
Plus de maintien de la paix. C'était la guerre. Les jours suivants passèrent dans une clarté étrange et hyper focalisée. Lucas restait avec moi, et je lui expliquais vaguement que son père avait besoin de temps. Il semblait soulagé, ce qui me brisait le cœur un peu plus à chaque fois. Je passais ces journées à analyser la structure de ma propre générosité pour mieux la démanteler. Le matin suivant l'incident de l'aéroport, je sortis mon classeur-maître. Acte de propriété, mon nom seul. Prêt immobilier, remboursé depuis longtemps. Valeur locative de la maison qu'ils occupaient, exorbitante. Ils vivaient comme des rois sans bourse déliée. Je trouvais les papiers de la voiture, la Citroën DS7 rutilante que Valérie exigeait pour son image. J'avais co-signé. Ils avaient cessé de payer presque immédiatement, et les prélèvements se faisaient sur mon compte, noyés dans la masse. Les cartes de crédit, Valérie était utilisatrice autorisée sur tout, transformant mes économies en sac à main et en soins de beauté. Le total des dépenses sur 4 ans me fit émettre un rire sans joie dans le silence du bureau. Une somme qui aurait pu acheter un appartement. C'était le prix de mon aveuglement. Papy ? Lucas apparut, timide, son cahier de mathématiques à la main. L'innocence face à la corruption. Tu peux m'aider avec les fractions ? Bien sûr. Je fermais les dossiers de la vengeance pour ouvrir ceux de l'éducation. Tire une chaise. Je l'observais travailler. Il était méticuleux, effrayé par l'erreur. Valérie avait fait ça. Elle avait transformé sa curiosité naturelle en peur de l'échec. Je passais l'après-midi à lui redonner confiance, chiffre par chiffre, fraction par fraction. Quand il sortit jouer, je préparais du café et regardais le jardin, mon esprit revenant à mes calculs. Le soir venu, je continuais mes recherches juridiques. Droit immobilier, expulsion, obligation familiale. Mon téléphone vibra. Valérie. Jean. C'est puéril. Nous devons parler des problèmes de comportement de Lucas à notre retour. Je sentis la bile monter. Problème de comportement. L'audace de cette femme n'avait aucune limite. Je répondis simplement, profitez de vos vacances. Puis je bloquai son numéro. Ce serait mon dernier acte de politesse. Le plan était prêt. Liste des cibles, avocats, banques, assurances, hôtels. Tout était interconnecté. Tout reposait sur moi. Et j'allais tout retirer. Le bureau de maître Pierre Dubois sentait la cire d'abeille et le vieux papier. Un lieu de loi et d'ordre. Monsieur Dupont, dit-il en me serrant la main. Que puis-je pour vous ? J'exposai les faits sans émotion, alignant les chiffres comme des briques. La maison, l'absence de bail, l'occupation gratuite. Pierre écoutait, son visage impassible de professionnel absorbant les détails. Légalement, ils sont occupants à titre gratuit, conclut-il. Vous pouvez révoquer cette hospitalité. Une mise en demeure est nécessaire, accordant un délai raisonnable. Disons une quinzaine de jours. Faites-le. Je veux que les papiers soient prêts aujourd'hui. Il me regarda par-dessus ses lunettes. Puis-je demander la raison de cette soudaineté ? Je lui racontai l'aéroport. Juste les faits. L'abandon. Je vois, dit-il, la voix soudain moins professionnelle, plus humaine. Et l'enfant ? Il est avec moi. Bien. Parlons aussi de la garde. Je sortis de là avec une arme chargée de papier timbré. Prochaine étape, la banque. Sandrine, ma conseillère, fut efficace. Retrait des procurations. Blocage des cartes. Désolidarisation du prêt auto. En quelques clics, le robinet financier fut fermé. Sec. L'emprunteur principal devra refinancer sous 30 jours, me prévint-elle. C'est son problème, répondis-je. Puis l'appel à l'hôtel. Le grand hôtel, sur la promenade. La voix de la réceptionniste, Léa, était chantante jusqu'à ce que je demande le remboursement immédiat de mon prépaiement. Mais monsieur, les clients sont déjà installés. Les clients devront payer eux-mêmes. J'annule ma prise en charge. Ils devront régler sous 24 heures ou partir. Parfait. Proposez-leur la chambre vue jardin, la moins chère. C'est tout ce qu'ils pourront s'offrir. Je raccrochai avec un sourire féroce.
Le château de cartes commençait à trembler. Je rentrais chez moi pour une soirée pizza avec Lucas. Il riait, insouciant. Je lui promis qu'on referait sa chambre en bleu, sa couleur préférée. Une promesse d'avenir, d'ancrage. Le jour suivant marqua le début de l'effondrement à distance. Je vaquais à mes occupations, tondant la pelouse, préparant des repas, tout en imaginant les scènes à des centaines de kilomètres de là. Le petit déjeuner refusé sur la note de chambre. La carte déclinée à la boutique de luxe. La confusion, puis la panique. Le premier SMS de Nicolas arriva en milieu de journée. « Papa, on a un souci avec les cartes. Tu peux vérifier ?» Je répondis avec une désinvolture étudiée, « Tout va bien ici. » Vérifier ce matin. Le jeu du chat et de la souris continua. Nicolas ne comprenait pas. Il ne pouvait pas concevoir que le robinet ait été fermé intentionnellement. Puis l'appel de l'hôtel me confirma que le message était passé, Valérie était furieuse, ils avaient dû changer de chambre. La suite de luxe était finie. Bienvenue dans la réalité. J'annulai ensuite les excursions. Hélicoptère, plongée, tout ce que j'avais payé. Remboursé. Leur séjour de rêve se transformait en confinement dans une chambre bas de gamme, sans argent pour en sortir. Le soir, les appels de Nicolas devinrent frénétiques. Je les ignorais tous. Je passais la soirée à jouer aux cartes avec Lucas, loin de la toxicité de ses parents. J'étais redevenu un père, un grand-père, un protecteur. Le surlendemain, la pression monta d'un cran. Nicolas m'appela, et cette fois, je décrochai. « Papa. Qu'est-ce qui se passe? La voiture de location veut reprendre le véhicule, l'hôtel nous menace, les cartes sont mortes. » Je buvais mon café, calme comme l'œil du cyclone. « Vraiment? C'est ennuyeux. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as tout coupé. J'ai payé pour des vacances familiales. Vous avez exclu un membre de la famille. Le contrat est rompu. C'était un malentendu. Abandonner un enfant de 10 ans n'est pas un malentendu, Nicolas. C'est un choix. Et j'ai fait le mien. On est coincé. On ne peut pas rentrer sans argent. Débrouillez-vous. Vous êtes des adultes. » Valérie arracha le téléphone, hurlant, menaçant. Je lui rappelai froidement sa position, sans toit, sans argent, sans voiture, et bientôt sans réputation. Je leur annonçai l'expulsion. La bombe finale. Vous avez une quinzaine de jours à votre retour pour vider les lieux. La vie est dans vos mailles. Le silence au bout du fil fut assourdissant. La réalité venait de les frapper de plein fouet. Je passai les jours suivants à consolider ma forteresse. J'appelai la mère de Valérie, Catherine, anticipant les mensonges de sa fille. Je lui racontai la vérité nue, l'aéroport, les larmes de Lucas. Catherine, horrifiée, coupa les ponts avec sa propre fille pour la forcer à réfléchir. J'avais isolé Valérie, non par méchanceté, mais par vérité. La veille de leur retour, je commençai à emballer. Carton après carton, je vidai la maison de leur présence. Leurs vêtements, leurs bibelots, leurs traces. Lucas m'aidait, pensant qu'il déménageait pour une nouvelle aventure. Je ne le détrompais pas. Le salon devint un entrepôt de leur échec. Le jour du retour, l'atmosphère était électrique. J'avais envoyé Lucas chez un ami pour la nuit, le préservant de la scène finale. J'attendis dans mon fauteuil, un livre à la main, la porte déverrouillée. Ils arrivèrent à la tombée de la nuit, épuisés, vaincus. En entrant, ils virent les cartons. Le mur de carton qui matérialisait leur expulsion. « Papa. » souffla Nicolas. « Vos affaires sont prêtes. Prenez ce que vous pouvez ce soir. Revenez pour le reste demain. » Valérie tenta de crier, de jouer la victime, mais je la coupai net. « Tu as vécu de ma charité en maltraitant mon sang. C'est fini. Dehors. » Nicolas, pour la première fois, sembla voir la situation telle qu'elle était. Il vit son père inébranlable, sa maison perdue, sa femme hystérique et toxique. Il demanda à voir Lucas. « Non, dis-je. Pas ce soir. Tu as perdu ce droit pour le moment. » Ils chargèrent leur voiture de location minable sous mon regard impassible. Quand ils partirent, le silence revint dans la maison,
mais c'était un silence propre, purifié. J'avais repris le contrôle. Les semaines suivantes furent une lente reconstruction. Lucas s'épanouissait, libéré du poids du jugement constant de Valérie. Il riait, il vivait. Nicolas, logé dans un petit appartement, commença à réaliser l'ampleur de son désastre. Il demanda à me voir, seul, avec mon avocat. La réunion fut solennelle. Nicolas, cerné, admit tout. Il accepta mes conditions sans broncher, garde légale pour moi, thérapie pour eux, et interdiction absolue pour Valérie d'approcher Lucas. Il signa sa reddition avec une humilité que je ne lui connaissais plus. « Je veux juste une chance, dit-il. Une chance d'être le père qu'il mérite. » Je lui accordai cette chance, sous haute surveillance. Le samedi de la première visite, Nicolas arriva avec un album photo de Marie qu'il avait retrouvé. Il s'assit avec Lucas, et pour la première fois, ils parlèrent vraiment. Sans Valérie pour filtrer, sans peur. J'observai de loin, prêt à intervenir, mais ce ne fut pas nécessaire. Nicolas pleura, demanda pardon, non pas pour être pardonné, mais pour libérer son fils du doute. Le temps fit son œuvre, lentement, comme l'érosion qui polit la pierre. 2 mois plus tard, Nicolas vint me voir un soir, seul. « C'est fini avec Valérie, » annonça-t-il. « Elle ne changera jamais. Elle te blâme encore. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » Je ne fus pas surpris. La structure de leur couple ne tenait que par l'argent et l'apparence, une fois ses piliers abattus, le toit s'était effondré. « Et Lucas ?» demandai-je. « Lucas est ma priorité. Je vais reconstruire ma vie, seul, pour lui. » Je le regardais, voyant enfin l'homme que j'avais élevé réémerger des décombres de ses erreurs. Ce soir-là, je montai voir Lucas. Il jouait, tranquille, dans sa chambre désormais repeinte en bleu, un sanctuaire à son image. « Tout va bien, papy ?» demanda-t-il. « Tout va très bien, mon grand. » Je redescendis dans mon bureau et verrouillai le dossier démolition. Je n'en avais plus besoin. J'avais rasé la pourriture pour permettre à quelque chose de sain de repousser. La maison était calme, la nuit douce sur la Provence. J'avais agi avec une dureté impitoyable, oui. J'avais détruit le confort de mon fils, humilié sa femme, bouleversé notre monde. Mais en repensant à cette silhouette solitaire sur le banc de l'aéroport, je savais que je ne changerais rien. Pas une virgule, pas un centime, pas une seconde de cette vengeance qui était, au fond, l'acte d'amour le plus pur dont j'étais capable. La justice avait été rendue, et l'avenir nous appartenait enfin.